Emanuela Orlandi au profit de la guerre froide. Cette affaire refait en ce moment la une des journaux. Enfin, les journaux en parlent beaucoup. La disparition de la jeune Emanuela Orlandi survient le 22 juin 1983. L'adolescente de 15 ans disparaît au retour de son cours de musique. Vous pourriez vous dire que finalement, c'est encore une fois de plus une simple affaire de disparition d'adolescente. Une disparition qui n'est pas résolue. Cependant, l'affaire ne fait pas grand bruit pour rien. Certes, ce n'est qu'un cas de disparition d'enfants en plus. Et c'est grâce à sa famille que l'affaire ne coule pas dans l'abîme. Mais si la disparition d'Emanuela Orlandi fait beaucoup de bruit, c'est aussi dû au fait de l'endroit où elle disparaît. La Cité du Vatican, le Saint-Siège, là où le pape lui-même réside. Un petit village de 800 âmes au cœur de Rome où tout le monde se connaît. C'est au sein de cette cité en apparence calme, paisible, qu'une enfant de 15 ans se volatilise sans laisser la moindre trace, sans laisser le moindre indice, sans un bruit, sans un cri. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandie et ce soir je vais revenir sur cette disparition qui fait tant parler d'elle, sur les théories des plus plausibles à la plus farfelue, et de ce qui semble être le dénouement de l'affaire de la mystérieuse disparition d'Emanuela Orlandi, une passionnée de musique qui voulait être connue. Qui a enlevé Emanuela Orlandi? Pourquoi? Et où se trouve-t-elle? Une disparition au beau milieu de Rome, à 2 pas du Vatican. Nous sommes en plein centre-ville de la Cité du Vatican, le mercredi 22 juin 1983. Emanuela se rend à son cours de flûte, au conservatoire après ses cours, comme elle en a l'habitude. Elle vit avec sa famille dans un appartement du Vatican, rue Saint-Egidio. Après ses cours du mercredi, elle retourne chez elle. Mais pour se rendre au conservatoire, elle demande à son frère, qui a un peu plus de 20 ans, de l'accompagner. Elle va insister beaucoup, demandera plusieurs fois, mais devant le refus catégorique de son frère de l'accompagner, elle tourne les talons et claque la porte. Il est 15h30 lorsqu'elle quitte l'appartement, monte dans un bus, se dirige dans Rome, arrive au conservatoire, et à 16h, son cours commence. Il y a par contre un léger changement. Le cours doit se finir à 19h. Pourtant, c'est à 18h50 qu'Emanuela quitte le cours. Après être sortie du cours, elle tente de joindre ses parents sur le fixe de la maison, mais personne ne répond. Emanuela parvient à joindre sa sœur, et elle y fait part d'un fait troublant, inquiétant quand on y réfléchit maintenant. Sur la route du conservatoire, donc je suppose avant d'assister au cours, soit avant 16h, elle serait abordée par un homme dans une voiture. L'homme lui propose de simplement distribuer des tracts pour vendre des produits de beauté. Il veut la payer, et très bien en plus. Sa sœur entend son inquiétude et lui demande de rentrer à la maison. Il est maintenant 19h. Emanuela accompagne une camarade du conservatoire à l'arrêt de bus. C'est là que les amis se séparent. On ne sait pas si Emanuela rentre dans un bus ou non. Emanuela se volatile donc à Rome, près du conservatoire, à 1,5 km de chez elle, donc vraiment tout proche du Vatican. Les heures passent et sa famille s'inquiète. En pleine nuit, et après avoir attendu des heures son retour, son frère Pietro sort la chercher en vain. Les autorités sont prévenues.
3 jours après sa disparition, un homme, se faisant appeler Luigi, appelle la famille Orlandi. Il déclare avoir vu Emanuela vendre des bijoux sur un marché, avec des détails sur la vie de la famille. Donc, pour eux, il ne fait aucun doute, c'était bien Emanuela. Encore 3 jours plus tard, un autre homme, Mario, appelle la famille, avec toujours de mêmes détails troublants sur la vie de la famille. Le fait que Emanuela soit partie volontairement, ce que réfutera la famille. Pourquoi Emanuela aurait-elle fugué? Pourquoi partir? Il n'y avait aucun conflit dans la famille et tout se passait bien. Le pape Jean-Paul II lancera lui-même un appel à témoins depuis son balcon. Lui ne parle pas non plus de la disparition d'Emanuela, mais de son enlèvement. Et c'est là que les choses changent pour la population. Si le pape lui-même dit qu'Emanuela a été enlevée, c'est que c'est vrai. Le 5 juillet, nouveau coup de téléphone au domicile des Orlandi. Mais depuis la disparition d'Emanuela, la famille est mise sur écoute. C'est un homme au bout du fil, probablement un Anglais ou un Américain. Il affirme avoir contacté le Vatican, qu'il a Emanuela avec lui. Il veut quelque chose, la libération d'Aliaga, l'homme qui a tenté de tuer Jean-Paul II et qui est en prison. J'y reviendrai dans la partie théorie. Le 20 juillet signe la fin de l'ultimatum de l'Américain. Et rien ne se passe. Il n'y aura plus d'appel de l'homme en question. Un peu plus tard, quelques semaines ou jours plus tard, c'est au tour de l'organisation Turkesh, un groupe inconnu qui demande la libération d'Ali Aqsa. Eux aussi ont dans leur possession de nombreuses informations sur Emanuela et sa famille. Son nombre de grains de beauté, par exemple. Eux aussi, comme Américains, parlent de Mario et Luigi. Il n'y aura qu'un appel de ce groupe. Après, plus aucune nouvelle. Et pendant ce temps-là, l'affaire s'enlise. Une affaire qui traîne. Le pape se rend même chez la famille Orlandi pour Noël. L'enquête sur la disparition d'Emanuela ne donne rien. Elle traîne et s'enlise avec le temps. Le pape parle à la famille d'un complot international et non d'une simple fugue d'Emanuela. Le temps est passé, les années ont passé. Emanuela n'a jamais été retrouvée, mais personne ne l'oublie. Le 27 mai 2012, un rassemblement a même lieu en son honneur. Le 25 juin dernier, de nouveau, le portrait d'Emanuela Orlandi est brandi lors d'une prière du pape. La disparition d'Emanuela fait du bruit, beaucoup de bruit, peut-être un peu trop pour certains. Les pistes sont nombreuses, les théories vont bon train, car finalement, Emanuela se volatilise sans un bruit. Enfin, pas vraiment sans un bruit, car des témoins l'ont vue accompagnée d'un homme. Emanuela ne semblait pas avoir peur de lui. Elle le suit, lui parle, ne semble pas fuir, et ne semble pas non plus être contrainte. Les témoins ont vu l'homme assez longtemps et de très près, suffisamment pour en faire un portrait robot. Portrait robot qui malheureusement ne donne rien, et les théories continuent d'affluer. Passons maintenant à la partie des théories, qui sera assez longue, puisque malheureusement il y en a beaucoup trop. Avec les années, toutes les théories ont été envisagées. Et parfois, chose étrange, certains des protagonistes de ce qui semble être une simple théorie, un peu tirés par les cheveux, sortent de l'ombre et parlent. Je vais donc revenir sur ces différentes théories. La première, celle des services secrets italiens. Et le fait que le pape parle d'un enlèvement et non d'une fugue de l'adolescente change la donne.
au point que des agents du Vatican débarquent à l'appartement des Orlandi. Ils viennent régulièrement aux nouvelles, disent à la famille où en est l'enquête. Et surtout montrent qu'elle n'avance pas. La théorie de l'implication des services secrets italiens va arriver un peu après. Les racines sont à Bolzano, au nord du pays, en 1983, près de la frontière avec l'Autriche. La population parle allemand avant tout. Une femme, Joséphine Spitaler, affirme avoir vu Emanuela, vivante, au mois d'août, à Ternano. Elle aurait vu une voiture immatriculée à Rome. À son bord, Emanuela et un conducteur. Elle porte sur elle, à son cou, un joli collier jaune et rouge. Élément qu'Emanuela portait, mais dont les journaux n'ont pas parlé. Elle semblait, selon elle, être droguée. Le truc, c'est que ce témoignage fort intrigant arrive en 85, soit 2 ans plus tard. 2 ans, trop tard. Cependant, elle affirme qu'Emanuela serait venue frapper à sa porte pour demander de l'aide. Emanuela serait restée au rez-de-chaussée de la maison pendant 4 jours. Puis un homme, Rudolf von Tiefenbach, le propriétaire et accessoirement agent des services secrets italiens, serait venu la chercher. Étrange. L'homme retrouvé déclare que Joséphine a tout inventé. Qui a tort, qui a raison, à vous de juger. Cependant, une prof de musique va recevoir un appel d'une personne qui s'appelle Emanuela Orlandi. Étrangement, les policiers se rendent chez elle et demandent de s'enfermer à son domicile. Elle va plus tard être contactée par un homme qui lui demande de tout oublier. Rudolf von Tiefenbach fut mis en examen pendant 12 ans avant d'être blanchi, faute de preuves. La piste des services secrets s'éteint. La mafia. Cette théorie sera la plus populaire, celle de l'enlèvement d'Emanuela par un groupe mafieux dans le but de faire du chantage au Vatican pour recouvrer un prêt. Vous trouverez cela un peu étrange comme procédure de la part de la mafia. Eh bien, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Car au sein de la mafia, ou plutôt proche de la pègre, quelqu'un déclare avoir vu Emanuela durant sa détention. C'est une femme, Sabrina Manardi. Ce n'est pas n'importe qui. Elle fut la maîtresse de Enrico De Pedis, le dernier chef de la banda de la Maglina. Les propos de Sabrina vont pousser Rome à rouvrir l'enquête sur la disparition d'Emanuela Orlandi, car certaines informations déclassifiées tendent d'aller vers cette piste. Car en 1995, certains documents sont déclassifiés, soit à la portée de qui le demandera. On va découvrir une note de service des renseignements intérieurs italiens qui évoque la théorie de l'enlèvement d'Emanuela Orlandi, sans que la dite théorie soit vérifiée. Un des proches d'Enrico parle. Il raconte qu'Enrico était sous la protection de personnes influentes. L'homme, Enrico, est entre les services secrets italiens et le Vatican. Il connaît du monde et passe entre les mailles du filet. Mais cette théorie, je vais y revenir un peu plus tard. Je passe maintenant à la théorie du terrorisme. Cette piste fut aussi longtemps soulevée. Emanuela kidnappée en échange de la libération d'un homme, Ali Aqsa. Un homme qui avait tenté à l'époque de tuer le pape Jean-Paul II en 1981. L'homme faisait partie d'un groupe d'extrême droite appelé les Loups Gris et est en prison pour le reste de sa vie. Bref, c'est l'Américain qui en reparle et qui demande sa libération sous 15 jours, sous peine de faire du mal à Emanuela. C'est lui qui demande aussi une ligne directe avec le Vatican. La ligne s'appelle 158,
Pourquoi? On ne sait pas. Et pourquoi un Américain voudrait demander la libération d'Ali Aqsa? On ne sait pas non plus. Bref, Jean-Paul II va voir Ali Aqsa en prison. On ne sait pas vraiment de quoi ils ont parlé. Mais on va apprendre bien plus tard qu'Ali Aqsa réfute tout lien entre lui et l'enlèvement d'Emanuela Orlandi. Mais bon, le Vatican s'inquiète quand même. Un homme à l'accent américain, mais un homme inconnu, aurait enlevé un citoyen du Vatican pour faire libérer un homme qui a quand même tenté d'assassiner le pape. Nous sommes en 83 et la guerre froide est à son apogée. Tout est à prendre avec des pincettes. Certains diront que la guerre froide ne s'est jamais finie. Mais bon, passons. Tout est donc très compliqué dans ce monde. À l'époque, tous les pays marchent sur des œufs. Et le pape de l'époque lutte contre le communisme et c'est très chaud pour lui. Au Vatican et à Rome, tous les agents secrets du monde entier sont sur place et errent dans les rues. À faire on ne sait quoi. Mais l'Américain, celui qui exige la libération d'Ali Aqsa contre la vie d'Emanuela Orlandi, a des preuves sur Emanuela, sur sa vie. La copie d'une lettre, son passeport, un enregistrement assez étrange. En l'écoutant, car on peut l'écouter, j'ai eu l'impression c'est bien la voix d'Emanuela. Mais j'ai l'impression que c'est un simple enregistrement. Elle se présente, tout simplement. En tout cas, c'est ce que le public a eu le droit d'entendre. Mais la façon de parler ressemble un peu à la présentation au cours d'un entretien. Un truc comme ça. Je vous donnerai un lien pour vous faire une idée. L'Américain envoie également des photocopies des partitions d'Emanuela, celles qu'elle avait avec elle lorsqu'elle a disparu. Mais bon, c'est pas vraiment des preuves tout ça. Pas de photos prises avec le journal, par exemple. Donc aucune preuve qu'elle soit en vie. L'Américain profiterait-il de la disparition d'Emanuela Orlandi pour faire chanter le Vatican? L'inconnu, l'Américain qui fait chanter le Vatican et qui a enlevé Emanuela Orlandi pour faire libérer un terroriste, la piste est suivie par les enquêteurs, que ce soit du Vatican ou de Rome. Plus de Rome en tout cas. Et il apparaît que l'homme l'inconnu n'est pas très prudent. Il appelle toujours depuis la même cabine téléphonique, située à la gare. Bon, on est d'accord que c'est un peu plus simple pour partir. Il appelle et saute dans le premier train, histoire de ne pas se faire repérer. Mais bon, les policiers s'en rendent compte et parviennent à remonter à cette cabine téléphonique. La cabine et la gare sont donc sur surveillance. Mais bizarrement, au cours d'un de ces appels téléphoniques, la cabine reste désespérément vide. Comment l'Américain a-t-il fait? Est-il parvenu à faire un clone de la cabine téléphonique, à copier son indicatif téléphonique pour faire croire qu'il est là alors qu'il est ailleurs? Il s'avère que oui, en effet, cette personne a l'accent américain, donc on ne sait pas si elle est américaine ou pas, a utilisé un déviateur d'appel qui à l'époque était très cher et rare. La piste d'une personne ou d'un groupe qui a les moyens est donc largement envisagée. Ce peut être un particulier qui a beaucoup d'argent ou des membres d'un service secret. À noter, ne pas oublier qu'on est en période de guerre froide. Vient ensuite la piste du KGB. Mais la piste est improbable. Pourquoi le KGB aurait-il enlevé Emanuela Orlandi, une fille un peu random? Le KGB, pour rappel, ce sont les services secrets de l'Union soviétique. Ils auraient enlevé un habitant du Vatican pour faire chanter le pape Jean-Paul II. Dans quel but? On ne sait pas vraiment. Et la piste meurt d'elle-même, meurt dans l'œuf.
Certains autres documents pointent du doigt les hautes autorités du Vatican, qui, selon ces documents, qui n'ont pas été authentifiés, impliquent le Vatican, dans la mesure où il aurait fourni de l'argent pour payer des frais d'hébergement de la jeune Emanuela. Elle aurait vécu dans une maison catholique à Londres, où elle aurait trouvé la mort 14 ans après sa disparition. La question se pose, si cela est vrai, pourquoi conduire Emanuela aussi loin de ses proches? Aucune réponse. Cette théorie est-elle vraie ou non? Ou est-ce juste une théorie, car personne n'a de réponse sur sa disparition, et que disparaître au Vatican ou au centre de Rome, sans faire d'éclat, est étrange. Avec les années, d'autres groupes vont s'auto-proclamer être les auteurs du rapt. Mais après enquête, il n'en est rien. Ils veulent juste faire parler d'eux. La famille d'Emanuela va également suivre une piste, qui va elle aussi s'avérer être vaine. Celle d'une femme qui ressemblerait à Emanuela dans un couvent au Luxembourg. Ces théories, aussi vastes, aussi nombreuses, seraient-elles du ressort d'une manipulation? Une manipulation qui tourne bien au cours d'une guerre froide, d'une guerre de la désinformation. Ok bon, il y a beaucoup de théories sur sa disparition, sur son enlèvement, mais finalement, aucune ne mène à Emanuela, qu'elle soit en vie ou non. Alors pourquoi toutes ces théories sur sa disparition? Est-ce que ces théories seraient-elles de la simple manipulation au cours de la guerre froide? Tout s'éclaircit après la chute du mur de Berlin. La Stasi ouvre ses archives et avoue leur rôle sur l'affaire Emanuela Orlandi. La Stasi devait à l'époque du communisme propager de fausses informations, surtout après la tentative du meurtre sur le pape Jean-Paul II. Ils ont donc simplement profité de la disparition d'une adolescente de 15 ans pour semer le chaos. Et je suis restée polie. Ils inventent le front antichrétien Turkesh et envoient de fausses notes, de faux communiqués pour diriger l'enquête vers un enlèvement d'Emanuela par un groupe d'extrêmes turcs. Le pape y croit, mission accomplie. Non, n'applaudissez pas, personne n'applaudit. Le mec, dans la vidéo, a l'air hyper fier de lui. Si vous voulez voir ce moment, c'est dans l'émission spéciale Investigation qui est en barre d'informations à 22 minutes. Je cite également un paragraphe du site TV5 Monde qui parle de la source américaine qui déclare que toutes ces théories sur le groupe Lelugui, le KGB, sont simplement des esbouffes, de la poudre aux yeux à la population, pour que tout le monde regarde ailleurs. Ma source, un Américain m'a dit « Écoute, cette affaire n'est pas du terrorisme. Elle n'a aucun lien avec Mehmet Ali Aksa, ni même avec les Bulgares, ni avec le KGB. » Raconte André Purgatori, un journaliste italien du Corriere della Sera, qui témoigne dans le documentaire Vatican Girl diffusé sur Netflix. L'histoire du terrorisme est juste un leurre pour détourner l'attention d'un secret bien gardé par le Vatican, ajoute-t-il. J'ai immédiatement publié un article où j'ai écrit explicitement que cette affaire cachait quelque chose d'autre, un crime et une affaire d'argent. Bien sûr, le Vatican a tout nié. Une nouvelle piste des décennies plus tard. En 2005, un appel relance l'affaire via un appel anonyme dans l'émission Chez Alvesto. L'anonyme parle de 2 tombes dans la crypte de la basilique Saint-Apollinaire à Rome. L'appel est en lien avec Enrico De Pedis. J'ai parlé de lui il y a quelques minutes. Vous connaissez les mafieux, les maîtresses, etc.
L'homme est mort en 1990, abattu avec un casier judiciaire vierge. L'homme est dans une crypte d'une basilique, située juste à côté du conservatoire d'Emmanuela. En fait, la basilique et le conservatoire ne font qu'un seul et même bâtiment. Bon, et le lien avec Emmanuela alors, où est-il? Peut-être dans les voix de Mario et Luigi, car un proche d'Enrico De Pedis, repenti, va écouter ses voix et va reconnaître une des voix. Enfin, peut-être les deux, sans pour autant donner des noms. Mais il pense que c'est Enrico qui aurait proposé à Emmanuela de distribuer des tracts. Dans quel but? On ne sait pas. C'est au tour de la maîtresse d'Enrico de parler. Elle raconte. Monsieur De Pedis, avec lequel j'avais une relation, m'a dit d'accompagner la jeune fille, soit Emmanuela, à la station-service près du Vatican, où une autre voiture immatriculée était du Vatican attendait pour la récupérer. Sabrina Minardi donne même une adresse, celle du lieu où Emmanuela fut séquestrée, soi-disant les sous-sols d'une cave aménagée. Les enquêteurs s'y rendent, mais pas de trace d'Emmanuela. Mais après si longtemps, c'est normal. Entre 1983 et 2005, les choses ont changé. Cependant, la salle existe. Et la cave est bien aménagée pour accueillir quelqu'un. Mais encore une fois, pourquoi Enrico De Pedis enlèverait une adolescente de 15 ans? Emmanuela aurait-elle assisté à quelque chose? Est-elle devenue une témoin gênante de quelque chose? D'une tractation? D'un crime? Ou autre? Et qu'Enrico De Pedis se serait simplement débarrassé d'elle. Il y aurait la piste de la mafia donc. Tout serait lié à la banque du Vatican, où De Pedis, ainsi que d'autres mafieux, placent son argent sale, histoire de la blanchir un petit peu. Et le prêtre, Marsicus, gestionnaire des fonds de la banque, était au courant, évidemment. Mais en 1982, la banque fait faillite. Et elle ne peut pas rembourser les groupes mafieux qui avaient déposé leur argent. Beaucoup d'argent. Et c'est à Enrico de trouver une solution. Du coup, il aurait enlevé Emmanuela pour récupérer l'argent. L'argent que la banque ne peut pas rendre. D'où le faux américain, d'où la ligne privée, d'où le silence du Vatican. Car ils ne peuvent pas dire que la banque du Vatican blanchissait l'argent sale des mafieux du coin. Mais la justice n'y croit pas du tout. Et la population, en tout cas une partie, n'y croit pas vraiment non plus. C'est un peu gros, un peu bizarre. Mais à la suite de cet appel anonyme et de l'émergence de la théorie, les autorités doivent faire quelque chose. 2 tombes de la basilique ont été exhumées le 11 juin 2012 dans l'espoir de retrouver les restes d'Emmanuela, mais cette piste, comme les autres, fut sans résultat. C'est après 40 ans qu'une piste est suivie par les enquêteurs, enfin. Mais elle est surprenante. Et surtout, pourquoi ne pas avoir été traitée tout de suite? C'est celle du drame familial, celle des proches. C'est la chaîne privée La 7 qui dévoile de précieuses informations sur un échange entre le procureur du Vatican et le secrétaire d'État Agostino Casaroli, le numéro 2 du Vatican, ainsi qu'un prêtre proche de la famille Orlandi. Le procureur souhaite avoir une information importante au sujet de la famille Orlandi, car l'oncle de la famille est suspecté d'avoir abusé sexuellement Natalina, la sœur aînée d'Emmanuela. L'homme Mario Meneguzzi est mort depuis longtemps. L'homme avait empêché Natalina de parler, en la faisant chanter.
en lui disant que si elle parlait à quiconque, elle perdrait son taf à la Chambre des députés. Car l'homme a de l'influence. Il tient les buvettes de la Chambre des députés. Il connaît tout le monde et pourrait très bien la virer. Et l'homme était également proche des services de sécurité intérieure. Ses soupçons d'agression sexuelle, Natalina Orlandi va le confirmer en direct sur la chaîne. Et, chose surprenante, le portrait robot fait par les témoins qui ont vu Emanuela l'an dernier se promener avec un homme ressemble à Mario Meneguzzi. Alors pourquoi avoir attendu 40 ans pour faire le lien avec la famille? Mais la famille, Pietro, le frère d'Emanuela, sa sœur Natalina, ainsi que leur avocat, ne croient pas à cette théorie, à laquelle la justice semble s'accrocher désespérément. La théorie du proche, ils n'y croient pas. Et depuis le départ, le Vatican est pointé du doigt. Pour beaucoup, il cache un secret. Est-ce que les réponses seraient au Vatican? Le Vatican semble cacher des choses. C'est une théorie en tout cas. Il déclare, le Vatican, avoir donné tous les documents à la justice. Sauf que les documents n'ont jamais été retrouvés. Le Vatican a longtemps déclaré ne jamais avoir enquêté sur la disparition d'Emanuela Orlandi. Ce qui semble être complètement faux. Ils enquêtent sans le reconnaître vraiment. Au sein du Vatican, après enquête, un nom revient en tête de liste. Raoul Bonarelli. L'homme était chargé de la sécurité du Vatican à l'époque. Directement, il est mis sur écoute en 1993. Lors d'un de ses appels, passé le 13 octobre 1993, il demande à son chef quoi répondre aux enquêteurs. Il ne doit rien dire sur Emanuela, sur une potentielle enquête sur sa disparition. L'homme va bien entendu répondre cela au magistrat. Un peu plus tard, il va devenir citoyen du Vatican et lui parler deviendra encore peu difficile. Revenons à la ligne 158, censée relier en direct l'Américain et le Vatican. Car oui, des appels ont bien été effectués. Et oui, il y a des écoutes. Car certaines conversations ont été enregistrées. L'Américain appelle. Il veut le secrétaire d'État au bout du fil. Mais le secrétaire a bien du mal à le trouver. C'est après 3 longues minutes d'écoute que ce dernier répond enfin. Mais pas de bol, l'enregistrement se coupe. La conversation entre l'Américain et le secrétaire d'État ne sera pas entendue. Le Vatican ne parle pas. Pourquoi? Dans quel but cacher des infos sur Emanuela? Que cache-t-il? La population se pose des questions. Le Vatican affirme avoir bien coopéré avec les magistrats. Cependant, c'est le Vatican qui est pointé du doigt. Car pour beaucoup de personnes, les juges sont responsables de la non-résolution de l'affaire. Ils n'ont pas traité la disparition d'Emanuela comme il se doit. Le lien entre Ali Aqsa et l'affaire Emanuela est rompu. L'agent Rudolf von Tiefenbach est blanchi et le Vatican garde ses secrets. À la fin de l'année 2022, un documentaire est sorti sur Netflix sur sa disparition. La peur à l'époque des habitants de la cité du Vatican, car une habitante de la ville est enlevée par un inconnu et elle n'est pas retrouvée. Le documentaire relate les différentes théories suivies. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder le documentaire en question. La chambre d'Emanuela est restée comme elle l'a laissée. Lit, poupée, livres, lampe, tout y est. À 9 reprises, le pape Jean-Paul II parlera d'Emanuela. Mais après 1983, il n'en parle plus. Plus un mot, plus un bruit, le Vatican se tait. Emanuela
Finalement, Emanuela Orlandi n'aurait-elle pas pu être enlevée par erreur, confondue avec une autre personne? Ou a-t-elle été enlevée, ciblée pour une bonne raison? Par un groupe ou par un proche? Emanuela Orlandi fut bien malgré elle un instrument de la propagande de la guerre froide, permettant à l'auteur de son enlèvement, de son meurtre probable, d'effacer ses traces, de cacher le corps et de disparaître pour peut-être recommencer sur un ou une autre adolescente. Après toutes ces années, le corps d'Emanuela, sauf s'il a été conservé avec le matériel adéquat, ou s'il fut enterré dans un sol qui l'empêche de se dégrader trop vite, a probablement complètement disparu. Car il faut environ 3 ans à un corps laissé à l'air libre pour se décomposer complètement. En quelques mois, il ne reste qu'un squelette. Il se peut donc qu'il ne reste rien de la jeune Emanuela Orlandi, 15 ans. L'auteur de son enlèvement et de son meurtre est probablement mort depuis longtemps. Le mystère sur sa disparition demeure un secret, gardé par ceux qui savent si ces derniers sont toujours en vie. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout, cette longue vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un live sur ma chaîne, ainsi que samedi soir pour les actualités, crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,